Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation managériale dans la restauration. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on rencontre Alexis qui est restaurateur. Je me suis rendu dans son restaurant pour discuter avec lui parce que c'est un fan absolu d'Outils du Manager. J'y suis allé aussi parce que très égoïstement, cela m'intéressait d'échanger. Car avec ma compagne, nous sommes en train de reprendre un café-galerie. Et là, je me suis régalé. Évidemment, je me suis régalé à table, mais pas seulement. Je me suis aussi régalé lors d'une conversation passionnante parce qu'Alexis est un restaurateur atypique. Cet épisode aurait peut-être eu davantage sa place dans mon autre podcast, Conversation d'entrepreneurs, qui est privé et réservé aux entrepreneurs, mais j'ai voulu le mettre aussi sur Outils du Manager parce que je trouve qu'Alexis aborde plein de sujets qui peuvent aider les managers. Et donc, j'ai décidé de le rendre disponible aussi sur cette plateforme qui est publique. Je te conseille d'écouter ce podcast jusqu'au bout parce qu'en off, Alexis m'a donné 2 pépites que j'ai ajoutées tout à la fin. Bref, prépare-toi, toi aussi, à te régaler. Bonjour Alexis. Bonjour Cédric. Super content d'être chez toi. C'est assez rare que je fasse des interviews en me déplaçant, mais là, tu m'as vraiment donné envie. Et puis, je suis pas déçu parce qu'en arrivant, j'ai pu découvrir ton resto, ton équipe, hyper sympa. Donc, c'est la Grange d'Aubry. Exact. Et on est à quel endroit ? On est à Aubry-du-Hainaut, dans la banlieue de Valenciennes. On est à 3-4 minutes de Valenciennes, entre Valenciennes et Lille. Bah, beau resto. En tout cas, ce midi, on mange ensemble. Donc, je peux déjà dire que ce que j'ai vu, c'était beau. Je peux déjà dire que l'accueil de l'équipe a été super sympa. Mais je ne peux pas encore me prononcer sur la qualité des plats. Je le ferai dans la conclusion que je ferai après, à la fin du podcast. Merci en tout cas pour ton accueil. Je t'en prie. Merci. C'est un vrai plaisir de te voir en chair et en os. On commence tout de suite. Est-ce que, simplement, tu peux nous raconter qui tu es, ton parcours, un petit peu d'où tu viens, où tu es maintenant, puis où tu veux aller, tu vois, d'où je viens, où je suis et où je vais, juste pour qu'on fasse connaissance avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc moi, je m'appelle Alexis. Bon, je suis en couple, j'ai 2 enfants. J'ai fait des études universitaires dans l'audiovisuel. Okay. Après, j'ai travaillé pour une entreprise donc dans la publicité et puis pour le cinéma. J'ai travaillé une petite dizaine d'années. Super expérience, des gens très très sympas. Ah bon. Voilà, besoin de revenir chez moi, revenir ici dans le Valenciennois. Ah, t'étais pas dans le Valenciennois en fait ? Non, l'audiovisuel en France, c'est très difficile de le faire ailleurs qu'à Paris. Ouais, ok. Et après, j'ai travaillé à Liège, en Belgique, où on a monté un studio. Et puis, j'avais envie de revenir. Il y avait cet endroit, c'est la grange de ma tante. D'accord. Partie un peu à l'abandon, ma tante veuve très rapidement, et on commence à faire des travaux ici avec mon père. Il y a une grosse vingtaine d'années. Okay. Et c'est mon père qui a donné l'idée générale du lieu, qui plaît beaucoup. Et voilà, c'était une salle de réception. Et je me suis dit, bon allez, on arrête, Liège. J'ai quand même fait 1 an de cours du soir là-bas, okay. Où j'ai appris la cuisine. D'accord. Où j'ai appris la cuisine pendant 1 an, et après je me suis dit on se lance, on crée un restaurant ici à Aubry, dans la grange de ma tante, et c'était le 7 octobre 2013, donc ça fait 8 ans. Ok. Ça fait 8 ans, et donc voilà, on a pas mal grossi, on a commencé à 2, on est aujourd'hui plus d'une dizaine, on est 12. D'accord. Et donc voilà, on continue à se développer, on essaye de progresser, okay. Grâce à Outils du Manager, grâce à plein de choses. Et donc voilà. Et ton papa, il est encore dans l'affaire ? Alors mon papa est décédé il y a 2-3 ans, mais on s'était passé le relais. Il avait plus trop envie de faire vivre ce lieu, qui était vraiment un lieu de réception, où on n'avait pas de cuisine. Ah oui. Ouais, donc c'était vraiment des banquets de famille, des choses comme ça. D'accord. Et on s'est dit, allez, je me lance, on arrête tout. On quitte les gens super sympas de Liège, la super ville de Liège, et on vient à Aubry. J'ai pris ma compagne avec moi, et voilà. D'accord.
Et elle travaille dans l'affaire ou pas? Alors non, D'accord. non, elle me donne un bon coup de main parce qu'elle est elle est graphiste. D'accord. Elle est graphiste Ok. pour le print. D'accord. Et donc elle me donne un bon coup de main en tout cas pour tout ce qui est communication visuelle. Ouais, j'ai vu le site, il est travaillé, il est sympa aussi. Je sais pas si c'est elle qui... Alors on avait fait notre site, là on vient de le refaire. Ah, On vient d'accord. de le refaire justement, mais le premier il était effectivement made in, enfin maison, Ok. fabriqué maison. Ok. Et donc ouais voilà, elle me donne quand même un bon coup de main, mais elle reste, elle est indépendante et elle est en télétravail. D'accord, ok. En fait, juste une question par rapport à l'équipe. Quand tu dis qu'il y a 12 personnes, tu intègres aussi les apprentis et tout ça ou... Non. D'accord. Non, Parce en que fait, j'ai vu pas mal de monde quand je suis arrivé. alors, il y a Ça- pas ça mal de m'a- monde, ça en m'a plus marqué, ouais. l'école est en vacances, donc Ok. tous les apprentis sont là. D'accord. Donc nous on a fait le choix des apprentis, on a D'accord. fait le choix d'apprentissage, qui relève quand même d'autres questions, dont Ouais. on parlera, mais et au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans la crise Covid, ça fait Ouais. 2 ans. Ouais. Alors effectivement, on a eu une belle progression, hein, on a eu beaucoup de croissance entre 2013 et 2020. Ouais. Voilà, on a progressé, on s'est fait connaître, on a vraiment bien développé le resto, on a vraiment travaillé l'outil, on a fait des choses super. Ouais. Et après, la crise du Covid qui continue à nous embêter dans notre travail de tous les jours. C'est clair. Du coup, on a quand même perdu 30% de notre chiffre d'affaires Mhm. au jour d'aujourd'hui. Donc, on a contracté quand même pas mal le personnel. Mhm. Il n'y a eu pas de renouvellement dans les CDD. Et voilà, les gens qui voulaient changer de vie, effectivement, on n'a pas trop... Ouais, t'as eu ça, des gens cherché, qui ont dit j'en profite pour changer de vie, etc. Ouais, le Covid, malgré, tu vois, je suis assez d'accord, moi, bien sûr, avec toi, notre travail, c'est vraiment de la rétention, quoi, de retenir les Ouais. bons éléments et il a fallu en laisser partir. Et Bon, ça, puis il y a des secteurs où c'est quand même plus compliqué de garder les gens occupés, intéressés, et quand c'est à l'arrêt, quoi. C'est pas... C'est ça. C'est clair. Donc, Ouais. voilà. Bon, il y a eu des enfants, il y a eu des changements de vie, il y a eu... Ouais. Et toi, Il y a eu du des choses coup, plutôt- c'était plus une opportunité en disant je vais un peu réduire la voilure en attendant. Et... Exact. Donc on a pas mal réduit la voilure et aujourd'hui, on est 7 fixes et D'accord. 9 apprentis. D'accord. Et tu peux nous décrire un petit peu l'équipe que tu as, un petit peu pour qu'on voit comment un resto, ça se structure, ou en tout cas le tien. Donc Jérôme, donc en salle on est 3, ils sont 3 en salle, avec moi en extra, c'est-à-dire que je fais les services pour donner un coup de main quand il y a un petit coup de bourre. Tu cuisines encore? Alors je cuisine encore, mais plus pour chez moi, je les embête pas en D'accord. cuisine. Je les laisse faire, et à un moment donné il y a un chef en cuisine. D'accord, Il y en a intéressant Il y ça. en a qu'un. Donc t'es plus l'expert, Non, mais après... t'as une expertise, mais tu donnes le ton, etc. Mais après... ok. Voilà. Ok, super. Donc 3 en salle. 3 en salle, donc il y a un manager, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. On a Jérôme qui a 25 ans d'expérience, je l'ai plus envie de le voir comme un directeur technique, tu vois, comme moi je viens un petit peu de l'industrie, de l'informatique, tout ça. Mhm. C'est quelqu'un qui sait faire, qui sait servir, qui a des techniques. Donc voilà, il manage Cindy et Océane, Mhm. qui sont nos deux super serveuses qui ont déjà 4 ans avec nous D'accord. et qui ont une évolution qui est super, quoi. D'accord. Cindy, vraiment quelqu'un qui va vers les clients, qui est très en avant, et Océane qui est plus quelqu'un qui va border un petit peu tout, qui va faire en sorte que tout soit carré et clean. Voilà, avec 3 apprentis. C'est pas les mêmes profils disques. Non. Alors ouais, je vais pas te mentir, le profil disque, on l'a bien travaillé, ouais. C'est vrai, Ouais, bah, ça ouais. m'intéresse, on pourra en reparler après si tu veux. Exact. Ouais. Donc voilà, et en cuisine, un chef. Et puis derrière, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de second, tout ça. Il y a un chef qui donne un peu le ton. Après, on a Fred, Christelle et Victor qui finalement ont chacun un poste. Comme tu peux le voir dans le restaurant, on a un poste grillade, Ouais, j'ai vu. donc Ouais. qui est vraiment spécifique. Donc on a un poste grillade, Mhm. on a un poste passe et on a un poste entrée-dessert. Donc 3 personnes. Passe, ça veut dire. Le pass, c'est vraiment tout ce qui sort. C'est eux qui communiquent avec la salle. Ouais, d'accord. C'est le relais avec la salle et c'est lui qui envoie. Qui envoie les plats. Ouais, d'accord. Les plats, Ok. finalement. C'est un peu comme dans une entreprise, il y a la production et il y a l'expédition.
Lui, il envoie vers les clients, en fait, Ouais, c'est voilà, ça? il D'accord. vérifie que Ok. ça part nickel. D'accord, ok. Vous faites combien de couverts juste pour donner une idée de la dimension du resto Alors, en temps normal, en temps qui sont pas Covid, on fait à peu près 80 couverts jour. Ouais, Voilà, avec des fluctuations. Hein, le midi, en semaine, c'est plutôt 60-70. Et on monte à 120, donc la capacité totale du restaurant, le samedi et le dimanche. d'accord. Vous êtes ouvert tout le temps? 7 jours sur 7. Ouais. Et on fait qu'un service par jour. Le choix est de faire qu'un service par jour. Ah d'accord. Donc soit quand tu dis un service, c'est soit le matin, soit le soir. Ouais. D'accord. Donc en fait, on bosse du lundi au vendredi le midi, Ouais, le samedi soir et le dimanche midi. d'accord. Et c'est pourquoi ce choix? Bah voilà, il y a le choix des coupures. Ouais. Il y a quelque chose qui est vraiment terrible dans notre métier, c'est les coupures. Alors Ouais. moi j'en ai fait expérience. Au début on faisait des coupures ici. Et Qu'est-ce que ça veut dire les coupures La coupure ça veut dire tu travailles de 11h à 15h, Ouais, tu rentres chez toi ouais, et tu reviens à 18h. ouais, donc en fait... Et tu repars à 22h. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose qui est spécifique aujourd'hui à la restauration. Et c'est vraiment très difficile à vivre pour tout le monde. Ouais, Donc une des premières choix qu'on a fait au bout de 2 ans, c'est de se dire stop, on arrête les coupures. On est prêt à travailler 7 sur 7 ouais, avec les problèmes que ça engendre, ouais, quand même, ouais. mais on fait plus de coupures. Et cette décision de ne plus faire de coupures, tu l'as faite quand tu étais sans équipe ou tu avais déjà une équipe? C'est quand on a commencé à avoir une équipe, Ah d'accord. quand on a commencé à se dire c'est trop dur. Ouais. Enfin, voilà, on perdait des gens qui en avaient marre. Voilà, on est toujours dans l'idée aussi de faire de la rétention, de construire une équipe forte. Stable. Ouais, stable. Voilà, on a dû ouvrir tous les jours, ce qui fait que chaque personne ici fait 5 services. Donc travaille 5 jours semaine et a 2 jours de repos. Ce qui n'est pas forcément la norme en restauration, puisque tu as le droit, selon notre convention collective, d'avoir qu'un seul jour de repos. Ouais, ok. Toi, tu as fait un autre choix. Voilà. Ouais. En fait, pourquoi tu as fait ce choix-là? Les équipes l'ont demandé, clairement. Ouais. Ils ont dit, écoute Alexis, on est prêt à ouvrir tous les jours. Et avec les conséquences que ça a pour les personnes qui sont responsables, c'est-à-dire qu'ils doivent être aussi responsables du resto quand ils ne sont pas là. Oui. Donc passer des relais, avoir toute une forme d'organisation qui est très différente. Ouais. Mais on veut plus de coupure. D'accord. Et- En fait, tu t'es dit, tu as fait le cas. Bon, à la fois, je pense que c'est ta fibre humaine, mais tu t'es aussi dit, de toute façon, peut-être que je pourrais envisager de gagner plus en ouvrant plus, etc. Mais je perds la stabilité de l'équipe et finalement, l'un dans l'autre. J'essaye de retranscrire ça parce que moi, j'ai un sujet comme ça en ce moment dans mon entreprise où effectivement on se dit mais en fait tirer sur la corde trop fort sur les gens, oui, tu as l'impression que tu gagnes, mais ça génère d'autres soucis, le turnover par exemple, qui fait qu'en fait le temps que tu as gagné, tu le repères parce qu'il faut retrouver des gens, etc. Et puis aussi, un truc qu'on voit pas en fait, c'est l'ambiance. C'est-à-dire quand les gens ils sont au bout et qui n'ont pas une bonne vie personnelle à côté de ça, etc., ça peut aussi générer des dysfonctionnements dans les équipes qu'en fait tu mesures pas, mais qui sont bien réels. Donc il y a un équilibre comme ça qui peut être intéressant à trouver. C'était une de mes questions en fait. Je pense qu'il y a des spécificités dans la restauration, par exemple le fait qu'on ait le droit de faire un seul jour de repos, etc. Il y a aussi une culture dans la restauration. Moi, chaque fois qu'on me parle de la restauration, on me dit mais c'est un métier taré, on sacrifie sa vie personnelle totalement, etc. etc. Et ça m'intéressait aussi d'avoir ton avis par rapport à ça. C'est les particularités en fait des métiers de la restauration. Oui, en fait, on le voit bien d'ailleurs, il y a même une crise. L'hôtellerie peine Ouais. clairement à Ouais. recruter. Ouais. Donc ça, c'est un sujet qu'on doit dans tous les journaux. La réponse des syndicats et du gouvernement, c'est d'augmenter les salaires. Sauf que moi, sur le terrain, je vois des gens qui viennent et le salaire, c'est pas la première chose dont on parle. Ok. C'est vraiment la qualité de vie. Est-ce que je vais faire des coupures? Est-ce que je vais travailler le week-end? Est-ce que j'aurai de temps en temps un week-end? C'est toutes ces spécificités-là C'est intéressant. qui sont vraiment mis en avant par les gens qui veulent postuler dans la restauration. Et malheureusement, le salaire n'est pas forcément la première chose à prendre en compte, je pense. Parce que c'est un métier ultra passionnant. C'est passionnant la restauration. C'est vraiment quelque chose... on voit des gens, on fait plaisir aux gens. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On dit souvent, mais tu bosses pour que les gens ils s'amusent. Ah ouais, mais c'est génial. Ouais, c'est ça. Ouais, T'as trouvé ton rôle, quoi.
Voilà, je plains ceux qui vont aux impôts parce que on est toujours un petit peu. Peut-être qu'il y en a. C'est sûr qu'on s'amuse pas quand on va aux impôts, donc l'interlocuteur. Si un de nos auditeurs est aux impôts et trouve que c'est très épanouissant, surtout contactez-moi, ça m'intéresse. Voilà. Mais effectivement, en fait, moi, tu sais que on a un projet avec enfin c'est même plus un projet. Là, le dossier est monté, on rachète un café et tout le monde nous dit ah oui, mais c'est un métier. Comme ça. Et à chaque fois, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est un métier ? Ah, tu bosses tout le temps, t'es crevé, enfin, tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on entend en premier. Et puis, nous, on a plutôt tendance à dire, mais tout ce qui est positif, c'est-à-dire exactement ce que tu dis, faire plaisir aux gens, rencontrer des gens, etc. Pour nous, le but, c'est pas d'en faire un truc qui crache des millions, mais c'est plus, effectivement, d'avoir ce plaisir-là. Bon, en plus, c'est un café-galerie, donc avec des spécificités. Mais effectivement, le premier truc qu'on te dit quand tu commences à parler de restauration, c'est « attention, t'auras plus de vie, quoi ». Et ça m'intéresse ce que tu viens de dire. Parce que finalement, c'est pas tout à fait ça, quand même. Ton choix, il est quand même qu'il y ait un équilibre entre à la fois le plaisir que tu donnes et puis la vie personnelle, quand même, qui est stable. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est vraiment tout est là, il faut trouver un équilibre pour soi et pour ses équipes. Une équipe stable, voilà, il y a énormément d'avantages. Énormément d'avantages. Des clients qui se reconnaissent, c'est-à-dire, tu crées une relation avec des clients qui ont l'habitude de venir. Un univers, presque. Voilà. Ah tiens, salut, Cindy, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va ? Alors, t'as eu ton enfant, ça a été ? Des choses comme ça. Les clients, ils s'attachent aux gens. Et donc, on perd énormément quand on a du turnover. Et c'est un métier de passion, extrêmement plaisant. Et moi, je pense que quand on a un métier plaisant, c'est beaucoup plus facile à manager les gens. Je trouve que c'est un avantage en tant que manager, c'est d'avoir... les gens sont heureux de faire ce boulot-là. Mais voilà, par contre, il ne faut pas non plus exagérer. Et même, il faut toujours... Nous, on en est... c'est quasiment plus un secret. On en est à se dire il faut qu'on travaille 5 jours sur 7. Ouais. Voilà, on veut limiter, on veut arrêter 2 services. Quand tu dis nous, c'est toi ou c'est tout ? C'est l'équipe. Ouais, ok. Disons que je lance le projet et je leur dis par contre il faut être derrière moi parce que c'est aujourd'hui le week-end représente 40% de notre chiffre d'affaires. Le projet de 2022 c'est d'arrêter les samedis. Le projet de 2023 c'est d'arrêter le samedi et le dimanche. D'accord. Donc voilà, ça demande, c'est un super challenge et je pense qu'on va le relever et on va y arriver. D'accord. Parce que derrière ça sous-tend plein de choses. Ouais. Le management, quand tu dois manager quelqu'un qui a 2 jours de repos pendant que tu es là, en fait, par exemple, rien que les 1 à 1. Ouais. Tu vois, dans la méthode, le 1 à 1 doit être ritualisé. Par exemple, je vois Jérôme tous les mardis matin, 10h. Impossible. Aujourd'hui, les jours de repos des gens ici sont flottants. D'accord. C'est-à-dire que comme les week-ends n'ont pas la même valeur que les jours de la semaine, on tourne pour pouvoir donner un week-end par mois à chaque personne. D'accord. Donc, Jérôme, par exemple, il est lundi, mardi, il n'est pas là. Mince, le 1 à 1, c'était mardi. Donc, en fait, on fait des 1 à 1 un petit peu, quand tu es là, le premier jour où tu reviens, on fait le 1 à 1. Ce qui est... Alors, ça peut être ritualisé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, parce que ça existe dans d'autres métiers, tu peux aussi dire, par exemple, le 1 à 1, c'est le jour où tu reviens. Mais ça veut dire qu'il faut que toi, pour faire le 1 à 1, il faut que tu sois là aussi. C'est la seule condition. Mais normalement, c'est pas forcément un jour fixe, ça peut être un jour fixe par rapport à un planning qui est flottant. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, c'est l'option que je t'aurais dit. Ou au contraire, le jour avant ton repos. Mais tu vois, le positionner par rapport à quand même quelque chose qui est ritualisé finalement. Parce que quand tu dis que c'est flottant, c'est quand même avec des intervalles constants. C'est-à-dire, il est en repos 2 jours tous les 5 jours. Oui. D'accord. Donc tu peux dire c'est toujours le 5e jour ou des choses comme ça. Par contre, ça demande une gymnastique qu'on n'a pas à faire très clairement quand on est sur des horaires classiques, quoi. C'est sûr. Moi, je pense que ça, c'est une grosse spécificité et c'est vraiment quelque chose qui me gêne beaucoup, moi, dans le management avec les gens. C'est que, voilà, quand il y a un feedback à faire, quand il y a des choses à faire comme ça, la personne, elle n'est pas là 2 jours. Un feedback, ça n'a pas la même valeur quand tu le donnes 3 jours après. C'est clair. Sur quelque chose qui est vraiment qui tient à cœur, quoi. Mais ça a de la valeur quand même. Oui. Ce qui compte, voilà, c'est de le refaire si le problème se persiste, ou au contraire, la chose que tu veux valoriser persiste. C'est ça qui compte. Et
Ouais, donc gros challenge quand même de se dire... Parce que ça m'intéresse, tu vois, je savais pas. Ça veut dire en gros que t'es prêt... Alors, ça veut pas dire que tu veux que ton entreprise perde 40% de chiffre d'affaires. Mais t'es prêt quand même à faire des concessions sur la taille de ton chiffre d'affaires pour créer quelque chose qui correspond davantage à ce qui, selon toi, est un job idéal, en fait. Ouais, clairement. C'est marrant, ça. Et... Ça, c'est atypique, je pense, dans la restauration. Alors, peut-être. Toi, tu es en contact avec d'autres restaurateurs Ouais. et avec qui tu échanges? Ouais, il y a des gens que j'admire beaucoup qui ont ouais, j'essaye, Ouais. même si c'est pas facile de se voir les uns les autres parce que on bosse en même temps. Il n'y a pas de communauté internet des Non. restaurateurs? On a un petit projet là qui a été mis à mal avec le forum Covid. ou un truc comme Mais ça. en tout cas de se réunir une fois tous les mois ou tous les 2 mois entre restaurateurs histoire de s'échanger des tuyaux, surtout voilà, de s'échanger des bons plans et des choses comme ça. Et donc, toi, quand tu parles avec ces gens-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, comme toi, se disent bah moi, ce qui compte, c'est pas forcément mon chiffre d'affaires, c'est l'image que une autre valeur que simplement la valeur chiffre d'affaires de mon entreprise. Parce ouais. Là, l'idéal, c'est voilà, on a une mission entre guillemets, c'est de faire passer un bon moment, d'avoir des émotions, donner des émotions et en recevoir. Voilà. C'est ça l'idée. Et voilà, quand on travaille avec des jours flottants, ça casse quand même beaucoup la vie de tout le monde. Et moi, ça me crée des problèmes dans mon management et dans ma gestion de l'entreprise, dans la gestion humaine de l'entreprise. D'accord. J'ai besoin, j'ai fait le choix d'être tranquille, je veux être tranquille, je veux pouvoir faire progresser mes équipes, je veux pouvoir faire des formations régulières où tout le monde peut assister aux formations. Voilà, l'idée est de devenir une équipe d'élite de la restauration. D'accord. Et pour devenir une équipe d'élite de la restauration, il faut pouvoir former les gens régulièrement, les intéresser et leur faire des feedbacks, leur faire des coachings, faire quelque chose de propre régulièrement. D'accord. Et quand tu parles à des gens de la restauration et que tu dis moi je serais plus ouvert le week-end, ils prennent, enfin je veux dire, ils réagissent comment? Ils se disent bah, il est fou, ça peut pas. C'est atypique quand même. En général, ton chiffre d'affaires, tu fais le week-end dans la restauration. Oui. En général. Mais donc c'est assez. On fait quand même une bonne partie le midi en semaine. On travaille plutôt bien. Et on travaille assez pour payer les traites, pour payer les fournisseurs et pour se payer. Ça passe, quoi. Voilà, normalement ça passe. On est aujourd'hui, c'est pas fait. Oui, non, mais. Donc aujourd'hui ça passe pas. Notamment un peu à cause du Covid, mais aujourd'hui ça passe pas. Mais si on offre un service. L'idée, c'est d'augmenter le service, d'augmenter la qualité de notre service, la qualité de notre expérience client, pour densifier le travail en semaine. Donc l'idée, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, alors on a lancé avec le Covid, on a été un peu propulsé par le Covid, on a lancé de la livraison en entreprise. D'accord. Donc aujourd'hui, on fait des livraisons en entreprise. On a créé un site internet tout neuf, mais qui est encore balbutiant, mais voilà. L'équipe de techniciens travaille derrière. D'accord. Voilà, l'idée c'est d'être un prestataire pour les entreprises. Effectivement, si on se positionne sur le midi en semaine, on travaille avec des zones d'activité qui sont très nombreuses ici. C'est un bassin d'emploi très très fort. Ici, sur une zone de chalandise à 6 km, on a 7-8 000 emplois facilement sur quelques industries. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'est de changer un peu le modèle de vente pour gagner en sérénité. Et moi, j'ai envie d'avoir une équipe d'élite. Et on a tous envie d'être bons dans ce qu'on fait. Et je pense que ça passe par... Et alors donc, quand tu dis à tes collaborateurs savent que c'est ton objectif, que ce soit désormais une équipe d'élite qui travaille à la fois en livraison et sur place, mais qu'en semaine, c'est quoi le challenge en fait finalement? Comment eux, ils peuvent participer à ce challenge? C'est-à-dire que oui, ils peuvent monter, en montant leur niveau qualitatif, etc. etc. Déjà, le processus pour faire ça... ce qu'il faut, c'est augmenter la qualité de nos prestations le midi en semaine, mais toujours pour le moment, on garde les week-ends. Bien sûr. Même si on va les adoucir et on va réduire notre charge de travail le week-end dans un premier temps. Donc voilà. Et puis il y a le Covid. Donc ils savent que
aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, ça peut je être suis pas différent du gouvernement, quoi. Ce que je dis ouais. aujourd'hui, la semaine prochaine tout est chamboulé parce que il y a 200 000 cas, parce que on est fermé, parce qu'on a des restrictions. Ouais. Donc voilà, je leur dis de serrer les dents, de me suivre et de... Ouais, mais c'est un beau projet en même temps. Je pense que ça contribue à la rétention. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je veux dire, il y a un projet derrière. C'est pas juste vous venez, vous travaillez, vous rentrez chez vous. Et corvéable à merci. C'est quand même, il y a un beau projet, quoi. Oui, et puis on a envie de montrer ça à la restauration. Enfin voilà, je pense que la restauration du futur, la restauration indépendante de qualité sera de moins en moins le week-end. De moins en moins le week-end. Ah ouais, d'accord, c'est marrant. Et je le vois par rapport aux confrères qui travaillent, c'est voilà. Ah ouais. Le week-end, ça sera très difficile. Alors moi, j'adore aller manger au restaurant le week-end avec ma famille, tout ça. Ouais. Mais malheureusement, il faudra trouver d'autres choses, d'autres compensations. Les gens sont prêts à travailler le week-end, mais pas tout sacrifier. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait le déficit d'emploi aujourd'hui dans l'hôtellerie, je pense vraiment. Ouais. Et toi, tu ne te voyais pas non plus, toi et ta compagne, ne pas travailler le week-end, mais avoir ton équipe qui travaille le week-end non plus. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je ne travaille plus le week-end. D'accord, ok. Dans le restaurant. Ouais. Pour préciser, je travaille plus dans le restaurant le week-end. Voilà, j'ai fait ce choix-là, j'ai la capacité de le faire, je le fais, et donc maintenant, il est temps que ça passe aux équipes. Sacré beau projet. Je vais te dire un truc. Ta manière de... Alors que sûrement vous ne connaissez pas, et j'en suis sûr, ta manière de voir l'entreprise, et ça me fait penser à un gars qui va passer sur le podcast bientôt, enfin j'espère, dont j'ai peut-être déjà parlé. Il s'agit de Georges Sade, de l'entreprise qui a créé l'entreprise Spectrum. C'est un Canadien. Et il a fait le choix, il est dans les hautes technologies, et il a fait le choix de limiter la taille de son entreprise à 20 personnes, ce qui est complètement... et il a plein d'idées comme ça autour de la valeur d'une entreprise, et il dit, pour moi, la valeur d'une entreprise, évidemment, il y a son chiffre d'affaires, sa rentabilité, sa croissance et sa taille, mais dis-moi, la taille, en fait, je m'en fous, c'est son point de vue. Mon entreprise a aussi ce qu'il appelle une valeur holistique. Donc on détaillera ce qu'il veut dire par là dans le podcast qu'on fera. Mais en fait, et j'en rencontre de plus en plus des chefs d'entreprise comme ça qui disent, mais en fait, moi, c'est pas la boîte la plus rentable que je veux, c'est pas la boîte la plus grosse, c'est pas... Je veux une boîte, en fait, qui a une valeur qui va au-delà des chiffres, qui est aussi une valeur de bien-être des salariés, des clients, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment un mouvement que je sens assez fort, et même dans des entreprises de haute techno, etc., etc. Et je ne m'attendais pas du tout à trouver ce truc-là en venant chez toi. Donc pour moi, c'est un chouette bonus. Ah bah super. et finalement, je ne suis pas différent d'eux, en fait. C'est surtout ça. Mais non. Moi, j'ai envie d'être tranquille aussi. Et je sais que la tranquillité, entre guillemets, un boulot stable, tout en pouvant développer la vente en ligne, développer d'autres formes de restauration. Ça passe par une stabilité et en même temps sur la valeur de l'entreprise, il faut voir que si demain je vends mon entreprise et que tu travailles que 5 jours, la capacité de générer encore plus de chiffre d'affaires, elle est énorme. Si je veux dire, tu as quelque chose de très fort le midi en semaine, le mec qui veut racheter, il dit wow, si je trouve le week-end, si je fais... Effectivement, il y a énormément de possibilités, donc la valeur de ton entreprise, je pense qu'elle peut être potentiellement décuplée. Quoi. Voilà, et ça peut tout à fait plaire à n'importe quelle personne qui voudrait... Donc ce que tu dis là, alors on est moins dans le domaine d'outil manager, mais plus dans le domaine de l'entrepreneur libéré, tu sais, l'autre activité que j'ai. Et c'est vrai que moi je dis, au début ça choque quand je dis ça. Construisez votre entreprise comme si vous deviez la vendre demain. Et on me dit, ouais, mais c'est pour les salariés, un patron qui dirait ça. Mais je dis non, ça ne veut pas dire que vous allez la vendre demain. Mais ça veut dire que l'entreprise, elle existe en dehors de vous, mais même si c'est vous qui l'avez fait exister. Et du coup, vous pouvez donner beaucoup plus d'initiatives aux personnes à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, en l'occurrence, toi, tu les laisses travailler et être autonome le week-end quand même, ce qui est assez rare dans la restauration. Et puis, ça veut aussi dire que, bah oui, s'il t'arrivait quelque chose, la boîte, elle s'effondre pas avec toi. Et donc, je pense que créer son entreprise de telle sorte qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse être vendue demain, ça veut dire ça. Ça veut pas dire je vais la vendre demain, mais ça veut simplement dire, s'il m'arrivait quelque chose, etc., tout s'arrête pas pour mes salariés, etc. C'est une grosse responsabilité qu'on a aussi, on s'en rend pas forcément compte, quand on est indispensable dans la boîte pour qu'elle tourne. Et donc, la valo de la boîte, c'est aussi un critère pour faire en sorte que nos salariés soient indépendants, que l'entreprise ait une pérennité, etc., etc.
Si on revient sur le management, en quoi... c'est quoi les particularités que tu pourrais encore mettre en avant sur la restauration ? S'il y en a encore par rapport à ce qu'on a vu. Tu as parlé de la coupure. Alors, vas-y. On a une spécificité aussi, c'est qu'on est on a un métier qui passe par l'apprentissage. Exact, ouais, beaucoup d'apprentis dans ce métier-là. Beaucoup d'apprentis. Alors, manager des gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui découvrent le monde du travail. Ouais. Je te cache pas que ça, c'est un défi. C'est quand même quelque chose de... Il y a des choses qui, moi, de mon côté, que j'ai pas réussi à faire marcher. Il y a des outils du manager que j'ai pas réussi à faire marcher. Et c'est vraiment spécifique aux apprentis. D'accord. Bon, déjà, je pense peut-être qu'ils se sentent pas complètement dans la boîte, parce qu'ils sont une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Ouais. Et il y a un peu d'autorité quand même à mettre en place. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est des hommes ou des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont en train de devenir des hommes et des femmes, mais il y a quelque chose, ils cherchent peut-être une figure peut-être un peu autoritaire, mais en tout cas sur la confiance et sur la compétence, ça suffit pas forcément parfois, et j'ai remarqué que l'autorité avait pas mal de bienfaits finalement sur les apprentis. Ouais. Qui chapeaute les apprentis chez toi ? Alors là ici, tout le monde a un apprenti. Ouais. Donc il y a eu des formations spécifiques. D'accord. Donc chacun a fait en ce moment aussi, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent avec le Covid, il y a beaucoup de formations qui sont gratuites. Donc faut former les gars, il faut vraiment former, parce que de toute façon on peut pas investir dans le matériel, donc autant investir dans les humains. Ouais. Et voilà, tout le monde a un apprenti avec qui il est son tuteur. Ouais, comme un parrain un petit peu. Voilà. Donc c'est deux apprentis maximum par personne, et après chacun a un apprenti avec qui il a des 1 à 1. Ça permet à tout le monde d'avoir déjà un petit peu de mettre le pied à l'étrier sur le management. Par contre, ce que tu veux dire quand tu dis qu'on doit jouer beaucoup sur l'autorité, c'est qu'on est très directif avec un apprenti. Ouais. Plus qu'avec quelqu'un à qui on peut laisser une marge de manœuvre plus élevée, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça, il faut être directif, et puis c'est des périodes parfois un peu compliquées aussi pour certains, hein. C'est l'adolescence, et on a des situations qui sont complexes. Ouais. Et il faut... sur la ponctualité, sur le fait d'être là... Il faut parfois mettre un peu le point sur la table, ça nous arrive. Alors il y a des... Attention, bien sûr, chacun a ses spécificités, hein, mais c'est vrai que... Là-dessus, franchement, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, et beaucoup de zones d'ombre que j'aimerais bien éclairer. En fait, ce que tu peux te dire, c'est que y a l'apprentissage de la technique, restauration, etc. Puis il y a aussi l'apprentissage du comportement en entreprise. Et clairement, un apprenti, il n'a pas d'expérience de ça. Donc, et puis aussi, je pense que tu as raison, c'est une période de génération où on n'est pas forcément très stable et on ne sait pas très bien où on habite, quoi. On est tous passés par là. Et puis je pense qu'aussi les générations actuelles, mais moi je pense fondamentalement que c'est vrai pour toutes les générations, mais c'est peut-être assez exacerbé, elles ont un petit peu de mal avec le feedback, par exemple. Moi, j'ai beaucoup d'exemples en discutant. Récemment, j'étais avec un chef d'entreprise qui me disait il recrute une nouvelle personne, elle est en contrat donc en période d'essai, pardon, et puis il lui fait un feedback positif sur son travail, puis à un moment, il lui fait aussi un feedback négatif, mais super soft. C'est-à-dire que il me dit voilà comment j'ai dit les choses, etc. Et en fait, la personne lui a donné sa démission quand même. Et là, il s'est dit mais de toute façon, si je peux pas faire un feedback soft comme ça, je peux pas garder la personne. Bon, finalement, ils se sont réexpliqués, etc. Il lui a dit, mais c'est normal, c'est mon job. Et il lui a montré que c'était de la bienveillance que de lui dire que ce qui allait pas, et que c'était aussi son job, etc. Finalement, je pense que ça s'est bien passé, mais quand même, c'est un peu extrême. C'est-à-dire que, quelque part, je préfère quitter l'entreprise si je suis pas immédiatement la personne adéquate qui correspond. Sauf que ça existe jamais. Et il y a même un bouquin qui s'appelle Trophy ou quelque chose comme ça qui est paru aux USA, où
dans les processus d'embauche, etc., ils font des démarches spécifiques pour les millennials ou même les personnes plus récentes, parce que c'est des gens qui supportent très très mal la critique. Bon, moi je pense que le feedback tel qu'on l'enseigne dans les formations d'outils du manager, etc., c'est suffisamment soft, et peut-être qu'il faut être spécialement soft, encore plus, avec ce genre de génération. Mais on ne peut pas embaucher quelqu'un en se disant jamais je pourrais modifier son comportement, jamais je pourrais lui dire, parce qu'en fait c'est de la bienveillance que de lui dire ce qui ne va pas. C'est ce qui va l'aider à devenir meilleur. Ouais. Mais je conçois que ce soit pas évident. Voilà, c'est pas évident. Parce qu'ils sont à l'école une fois par semaine, parce que... Ouais. Mais ce sont des bosseurs. Vraiment. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai des gars ici, ils prennent un poste. Maintenant, ils sortent d'ici en sachant tenir la grillade, en sachant tenir les entrées-desserts. Ça, c'est super. Aujourd'hui, c'est un outil... Enfin, les apprentis, pour nous, sont presque ouais. indispensables. Parce que 7 jours sur 7, avec 4 personnes en cuisine, même 3, parce que j'ai Victor qui travaille avec notre partenaire Château d'Aubry, ça passe pas. Ouais. Donc on a nos apprentis qui savent prendre le poste, qui ont une envie d'être bons, qui ont une envie de bosser, qui est vraiment qui est super, quoi, vraiment. Mais il faut être un peu plus directif. Il faut peut-être être un peu plus directif. Et, moi ça me choque pas. Hein. Et j'ai quelques ratés, j'ai eu quelques ratés avec des apprentis, mais je pense que on a corrigé un peu le tir et ça a l'air d'aller mieux dernièrement. Bon, en plus, peut-être la difficulté supplémentaire, c'est que tu confies quand même, par la force des choses, et c'est comme ça que c'est prévu, le management des apprentis à des gens qui sont pas forcément passionnés par le management et formés au management, etc. etc. Oui, après c'est des 1 à 1 vraiment d'écoute. C'est vraiment... on fait remonter les problèmes, beaucoup de problèmes humains quand même, hein, des problèmes de camaraderie, parfois de chahutage. C'est clair, ouais. Mais le fait de les écouter, le fait d'avoir... ça permet... c'est énorme, hein, c'est énorme. De faire ça, de prendre ce temps-là, en fait, tu le récupères... Tu le récupères derrière, c'est clair. Et il y a beaucoup de... Voilà, ils sont très reconnaissants aussi de ça. Ok. Et super. voilà. Après, une dernière chose aussi qui peut être très spécifique à la restauration, mais dans plein de choses aussi, c'est qu'on est un métier de l'instantané, du moment. Ouais. Tu viens chercher ici dans le restaurant le client un moment. Un moment avec ton fournisseur, un moment avec ton père, ta maman, ta copine, ton copain. Et ce moment-là, il doit pas souffrir de problèmes. Ouais. Et si ce moment-là est gâché, tu peux pas le rattraper. Ouais. C'est tout de suite. Okay, si t'envoies un truc froid, ah ouais, mais je vais pas manger avec mon convive, c'est pas cool. Ou si t'es décalé. S'il y a un décalage, s'il y a une erreur. Donc on est quand même, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a un petit côté militaire où des fois mais on doit être en place. Ouais. Et quand c'est le champ de bataille, c'est le champ de bataille. Ouais. On gagne de l'argent, on travaille 7 heures par jour et on gagne de l'argent entre 11h30 et 14h30. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut être, on doit être intraitable, aiguisé comme un couteau. Et alors ça me fait penser, alors encore une fois, je suis plus dans la restauration. J'avais fait, je sais pas si tu l'avais entendu, un podcast avec un gars, son prénom c'est Geoffrey, sur la puissance mentale. Et c'est un gars tu l'as écouté ce podcast ? J'ai dû le faire, ouais. Ouais. Et il expliquait qu'il était donc coach pour les forces, pour les CRS ou je sais pas quoi. Et il disait il y a 2 temps dans le management, il y a le commandement et le management. Et il disait qu'on est sur le terrain. Il n'y a plus de questions d'écoute, de est-ce que tu vas bien, etc. On est dans le commandement. C'est-à-dire que ça se passe comme ça, c'est comme ça, point, parce que eux aussi sont dans l'instantané. Pas du tout dans le même contexte, mais je veux dire, quand t'as des débordements lors d'une manif, etc., c'est pas le moment d'aller faire un à un en disant tu vas bien, faire du feedback et des choses comme ça. Et je pense que c'est un des parallèles qu'on peut faire. Quand t'es en service, ça s'appelle d'ailleurs... D'ailleurs, le langage de la restauration, il est très proche du langage militaire. C'est une brigade, c'est un chef, on est en service. Et je pense que dans ces instants-là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est dans la partie management qui correspond à du commandement. C'est-à-dire que là, on est un pur exécutant, on le fait le mieux possible, on suit les directives, on suit les processus, et on est capable de réagir s'il y a un truc qui part un peu en cacahuète tout de suite, et sans perdre de vue le cap. Et la partie management, elle doit se faire en dehors de ce moment. Quand je dis management, c'est la partie échange, écoute, feedback, enfin tout ce qu'on voit dans l'outil du manager.
Exact, c'est exactement ça. Et si tu le fais pas, tu vas déstabiliser la personne qui est sur le terrain. Carrément. Et là c'est pas bon du tout. Ouais. Mais effectivement, on est là et un oubli. J'ai oublié le vin pendant le repas. Mince. Feedback viendra plus et tard. tu fous tout en l'air. Hein, et c'est dommage, quoi. Et donc, Mm. le feedback viendra après. Mm. Il doit venir après. Et ça, c'est aussi un gros travail. Hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, toi en tant que manager. Ouais. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est vrai que je suis passionné. J'adore accueillir les gens. J'adore faire ça. Bah, en fait, tu leur fais vivre un moment privilégié. T'es dans une aventure en fait. Ouais, avec eux, c'est puis là Ouais. que je prends mon pied, quoi. Tu vois, Alors ok, d'accord, tu vois une erreur. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu te rends compte que le gars qui sert en salle a oublié de mettre le vin sur la table. Comment tu réagis? Ah bah, moi, souvent je suis là pendant le service, je regarde, après Tu corriges? Ouais, je corrige, Ouais. on regarde ensemble, mais après je peux être un peu plus ferme et dire effectivement fais attention, fais attention parce que c'est vraiment très important. Ouais, et ça. Tout est important. Mais on apprend comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est le feedback que tu vas faire pas trop longtemps après l'événement qui va rendre service à la personne et lui permettre... Et puis aussi le fait de corriger, c'est-à-dire la prochaine fois que ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Comment tu vas corriger le truc, etc. Je sais pas, moi, en restauration, c'est savoir s'excuser, c'est faire un petit geste, c'est faire ceci, cela. Enfin, après, moi, je connais pas les manières, mais non, mais c'est ça. Mais voilà, finalement... Le sourire, qu'est-ce qu'on peut gagner avec un sourire? Ah bah à fond, ça c'est sûr. Meilleur Quelqu'un qui est pas investissement souriant... Ça fait partie du commandement. Hein. Ouais, mais des fois c'est dur. Bah c'est clair. Je sais j'ai une collaboratrice, elle sourit pas trop, mais elle fait un super boulot, mais on a envie de lui dire. En plus, le petit sourire qui va bien. Quoi. Ouais. En plus, quand on fait un sourire, on en reçoit souvent en retour, donc c'est pas mal. D'office. C'est clair. D'office. Ok. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques je pense que alors la dernière à laquelle effectivement, c'est de travailler en équipe et en inter-équipe. Si tu vois, c'est-à-dire que la cuisine est une équipe, la salle est une équipe. Ouais. En gros, comme ça je le vois, mais dans la cuisine, c'est les ouvriers. Transformer une matière première en matière finie. C'est la prod. C'est la prod. Mmh. Et après, tu as les commerciaux qui sont en salle, qui vendent l'ardoise, qui vendent le vin. Les autres, les ouvriers, c'est les mains, les commerciaux, c'est les yeux. Et des fois, ils sont... Voilà. Ouais. Et tous participent à la qualité du service. Exact. Ouais. Et on sent bien que quand il y en a un qui va pas, c'est tout qui va pas. Et alors justement, ton management, il y a un manager au-dessus, qui gère les managers des deux. Comment c'est organisé un petit peu? Tu as un chef, tu l'as dit, pour la salle, tu as un chef en cuisine, ça c'est classique. Et comment ça marche après? Alors, en cuisine, je manage tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont chacun une partie de la carte. C'est-à-dire que Christelle va faire les entrées desserts. Okay. Fred, il va faire les plats. Et le chef, il fait la grillade. D'accord. Et après, on a Léo là, qui fait les emportés, la livraison. Eux, je manage ces 4 personnes-là, où on fait les entretiens et on fait les choses. Et en salle, je manage qu'une personne qui est Jérôme. D'accord. Okay. Et après, Jérôme manage les deux. On a trouvé une partie comme ça. Voilà, parce que après ils ont tous leur... Et comment tu gères justement l'inter-équipe? C'est-à-dire quand il y a un truc qui va... quand une des équipes estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'autre équipe. Et c'est un problème classique en entreprise, hein, c'est pas forcément dans la restauration, mais voilà. Oui. Par exemple, je sais pas, moi, les plats arrivent froids, ou d'autre côté, y a une erreur dans la commande. Voilà, typiquement, ça peut être ça. Comment tu fais là? Ce qu'on a mis en place pas mal, et dont je suis assez content, c'est on fait des transfuges, ce que j'appelle des transfuges. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a des stages où vie ma vie. Vie ma vie. Il y a des ça c'est super. Parce que on a du mal à comprendre. Moi qui ai fait les deux, quand il y a un plat qui est prêt, qui est chaud, s'il sort pas. T'es frustré à mort. Je suis frustré à mort et je sonne et j'appelle le serveur et il vient pas. Et de l'autre côté, le serveur il est en train de servir du champagne avec son sourire en essayant d'avoir la meilleure consistance possible. Et il entend, il dit oui mais voilà. Donc, et à un moment donné il faut comprendre les deux. S'il vient pas, c'est qu'il y arrive pas, il n'y avait pas de mauvaise volonté de chaque côté. L'autre s'il sonne c'est parce qu'il est frustré, il veut que son plat il parte nickel. Donc les transfuges ça aide. Nous on fait aussi beaucoup la cuisine qui va porter les plats en salle. Ah ouais, c'est pas mal. Je leur dis au lieu d'attendre, et ça c'est bien rentré. Et c'est vrai que quand ils voient que la salle
Elle patauge un petit peu. C'est un principe Lean, c'est le mouvement automatique de manœuvre, à propos duquel Laurie, on a échangé pas mal au début. C'est qu'en fait, quand tu as une équipe qui devient goulot, je dis pas ça pour la restauration, mais quand même, c'est un terme qui vient de goulot, bah, l'autre équipe vient l'aider. Parce qu'en fait, ça sert à rien de continuer à envoyer des plats si le plat qui devait partir n'est pas parti. Et donc effectivement, ça peut vouloir dire qu'il y a une personne qui puisse être détachée de la cuisine, quand il voit que le plat n'arrive pas, qu'il prenne l'initiative d'aller le mettre sur place. Ouais, et ça, je suis assez content de l'avoir mis en place c'est super. Et que ça marche. C'est top. Ouais. Parce qu'il y a de l'imprévu. Ouais. Je veux dire, alors le week-end, on arrive à faire en sorte que les gens, on donne des créneaux horaires pour que les gens n'arrivent pas tous en même temps, mais notamment avec le contrôle du pass. Ouais. Il y a c'est vrai, ça rajoute le midi en semaine, on peut pas donner, on fait de la prestation de gens qui travaillent en entreprise, donc on peut pas leur dire vous venez à 13h. Ah bah non, je viens pas à 13h. Ouais. Donc des fois on a un afflux de personnes et tout le service va en découdre. C'est-à-dire que toutes les commandes vont arriver en même temps en cuisine, tous les plats vont sortir en même temps de la cuisine, et tout, voilà. Ouais. Et donc il y a des moments comme ça où on ne peut pas gérer. Il faut que les équipes se tiennent la main, et voilà. Et vous faites des réunions d'équipe ou pas ? Oui, réunions d'équipe. Quelle fréquence ? Une fois par semaine. Et c'est l'ensemble du restaurant ou c'est chaque équipe séparée ? Alors on fait une petite réunion de 10 minutes à 9h en cuisine, avec les gars de la cuisine. Une fois par semaine ? Non, ça c'est tous les jours. Une fois par jour, Une fois par jour, on prend le café stand-up rapidement. meeting, quoi. Ouais. Pour la salle, c'est à 9h30. D'accord. On appelle ça le brief. Ouais. Voilà, on brief sur combien il nous reste de bavettes, combien il reste de plats du jour, combien ça a été fabriqué, le brief. On revient sur des petites choses qui ont été de la veille ou de l'avant-veille. Super. Petit point information. Voilà. Après, sinon, c'est réunion d'information le jeudi. Ouais. Jeudi après-midi, après le service. Ouais, c'est super structuré, c'est super. Donc voilà, c'est une petite réunion, mais tout le monde parle, on échange. Tour de table. Les petites choses qui n'ont pas été, qui peuvent passer à la trappe parfois. Voilà, le jeudi. Et oui, les réunions doivent avoir une date de fin, et ça c'est le plus important. C'est quasiment la seule règle que je fais, c'est la date de fin, l'heure de fin. Pour les dynamiser à fond, quoi. Ouais, parce qu'il faut absolument... sinon, faut que ça se termine. Surtout qu'en fait, tu as peut-être des profils assez conviviaux, qui aiment bien discuter, ils font ce métier. Donc ta réunion, elle peut partir en cacahuète. Ouais. Les briefs, tous les jours, c'est 10 minutes, et la réunion, c'est 35 minutes. Ouais, super. Ok, donc ça, c'est les spécificités. Qu'est-ce qui t'a... parce que c'est quand même... il y a peut-être d'autres personnes... Oui, il y a d'autres personnes, je le confirme, dans la restauration qui écoutent Outils du Manager, parce que j'ai déjà eu des mails. Mais ça m'intéresse de savoir ce qui t'a aidé, en fait, dans Outils du Manager. Écoute, bon, les 2 premières années, il faut se le dire, on a créé le restaurant, ça n'a pas été facile. Ouais, donc ça c'était en 2013. Là où on est, c'était ma pièce de vie avec ma compagne. D'accord. Pendant 2 ans. Ah ouais. Après on a fait des toilettes, on a fait une salle, un bureau. Tu vivais là en fait. Ouais, on vivait là. Donc vous voyez pas, mais on est quand même dans un petit bureau. Ouais. Et donc ça n'a pas été facile, beaucoup de boulot, il a fallu apprendre à manager, il a fallu apprendre à diriger, il a fallu apprendre à servir, à faire la cuisine. Ouais. Voilà, mais c'est passionnant. Et à un moment donné, ça a grossi, et il a fallu aussi que je rende compte un petit peu à ma compagne, quoi. C'est normal. Moi, on avait un projet à 2, et il fallait aussi s'occuper de ça. Et j'ai commencé à fréquenter un groupe de business croissance, ça s'appelait. Et puis c'est là que j'ai entendu ton nom. Ah d'accord. À Valenciennes. Ouais. D'accord. J'ai entendu Cédric Watine. Et tu te souviens qui c'était ou pas ? Julien Nard, je crois, qui m'a parlé de toi. Il a une entreprise qui fait des tapis roulants pour les chaînes. Je connais pas. Julien, si tu nous entends, merci. Hein. Voilà, si tu encore maintenant. Ah ouais. Et alors moi j'ai écouté, ça a été la révélation. Ça a été vraiment la révélation. J'ai mis en place très rapidement les 1 à 1. Ouais. Et puis j'ai écouté de manière assidue tous les matins en allant chez les fournisseurs, tous les matins où j'étais en voiture.
Et ça m'a permis de comprendre en fait mon métier, de comprendre ce que c'était qu'un manager, de comprendre ce qu'on attendait de moi et ce que je devais faire. Ça m'a éclairé le chemin, typiquement. Et après, voilà, les interventions qu'il y a eu m'ont permis aussi d'aller m'enrichir ailleurs. Voilà. Je pense à l'interview de Jean-François Zobrist qui m'a aussi beaucoup transformé. J'ai beaucoup creusé par rapport à ça, par rapport à ce chemin-là. Ouais. Bah, bientôt, on va voir quelqu'un qui a bossé pas mal aussi dans l'entreprise ibérique. Son prénom, c'est Alexis. Donc il y aura à nouveau des choses dans ce domaine-là. Oui, alors voilà, mais c'est pas tout, j'ai pas tout pris. Parce que les outils du manager, c'est vraiment quelque chose qui est très concret. Je pense que tu mets l'accent là-dessus, mais c'est surtout ça qui nous aide. Moi, qui m'a beaucoup aidé. On est sur quelque chose de concret, des outils qui se mettent en place rapidement, facilement. Tout est... Et en plus, on peut facilement le passer à notre manager. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, parce que quand on a fait le petit tour de l'équipe ce matin, tu m'as présenté, j'ai oublié son prénom. Donc c'est Jérôme. Et tu as dit faut que je lui. Ouais, alors il a une vieille Rover dans laquelle il a ni de Bluetooth, il doit avoir une cassette. Ouais. J'ai dit bon, écoute, on va essayer de trouver le moyen que tu puisses écouter. Parce qu'il fait une demi-heure de route, je crois. Qui est super intéressé par toutes ces questions-là, donc voilà. En fait, on est en train, pour rien te cacher en interne, parce que tu sais, Outils du Manager, c'est le podcast et c'est les formations. Et les formations, c'est de la vidéo. Donc, c'est vidéo dans la voiture, bof. Mais on est en train de réfléchir à créer une chaîne payante, puisqu'elle serait avec les formations, où on aurait aussi tous les audios des formations, où là, on est vraiment sur de l'application concrète de ce qu'on dit dans les podcasts, etc. Pour permettre aux gens aussi de s'imprégner de cette manière-là. Parce que l'audio, ça permet quand même pas mal de consommer un peu plus de contenu que ce qu'on peut faire quand on est très occupé, quoi. Mais je pense que je vais peut-être te plagier et dire ça, mais donc moi j'ai pris des formations, notamment manager, pour m'organiser, qui est vraiment mon SOR, point faible. Voilà. Système d'organisation réaliste. Et donc en fait tu fais tes formations, il y a un moment donné il faut quand même se poser, concentrer derrière un bureau pour avancer. Oui. Les podcasts, ça s'écoute et ça permet d'avoir toujours d'être dans une ambiance et dans une... Au début, on se dit, mais de quoi il parle, c'est vrai que c'est un peu compliqué si on prend ça comme ça après 10 ans, 15 ans d'expérience. Mais finalement, les choses, elles rentrent, elles se mettent en place. Et c'est ça qui aide dans le podcast, je trouve. C'est vrai. Et alterner parfois des ITV avec des podcasts plus... tout à fait. De toute façon, moi, pourquoi on a créé les formations ? D'abord parce que évidemment on est une entreprise et qu'il faut qu'on soit rentable et on n'avait pas envie de sacrifier le contenu gratuit, mais aussi parce que je suis absolument convaincu que c'est quand même la formation qui permet de mettre en place les outils de la meilleure manière. Parce que dans beaucoup de cas, en fait, quand j'ai discuté avec des gens qui avaient mis en place les outils via le podcast, je me suis rendu compte que c'était pas nickel, quoi. C'était un peu des interprétations du truc. Parce qu'il y a quand même une démarche à avoir, mettre les choses dans l'ordre, etc. Et tout le monde n'est pas forcément structuré pour le faire. Donc c'est pour ça. Pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est complètement complémentaire, en fait. Et la version audio des formations, c'est pas tellement parce que je pense que les gens vont se former, mais ça leur permet de réécouter et de déjà s'imprégner de la chose. Après, il y a fatalement un moment où il faut se mettre entre quatre murs, en face du truc, et avoir son plan de bataille. Ça, c'est comme ça qu'on avance le plus vite, de toute façon. Exact. Mais pour ça, il faut être structuré pour avoir ce moment où on peut se mettre entre quatre murs pour pouvoir progresser dans son domaine. J'ai entendu aussi que tu avais été assez influencé par le disque tout à l'heure. Ouais, complètement. Et effectivement, quand tu dis... Alors, tout le monde a fait le test ici disque. Wow. Voilà, donc on a un peu les profils, même si avec un peu de pratique, on arrive quand même à deviner les tendances de chacun. Et effectivement, ça nous a aidé. Moi, ça m'a aidé dans le recrutement parce que j'ai cherché des gens différents de moi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne recrutais que des gens qui étaient un peu comme moi. Normal. Enfin, classique plutôt. Voilà, du S, à tendance I. D'accord. Et donc c'était pas forcément bon. Ouais. Je me rends compte quand il y a un problème, c'est bien qu'il y ait quelqu'un différent qui vient apporter une solution différente. Ouais. Et voilà, et même un service, quand il se lance,
voilà, les I, ils y vont, ils sont à l'accueil, ils sont à la mise en table. Ouais. Par contre, la prise de commande, bah, c'est bien que ça soit bordé, donc plus d'essais. voilà, d'essais. Ouais. Le bar, la cuisine, enfin voilà, tout ce qui est rangement. Ouais. Ah, super. Et ça, ouais, ça permet quand même de mettre des gens à des postes et de se dire, attends, toi, tu seras peut-être quand même plus efficace là. C'est sûr. Je vais pas te contrarier, mettre les gens dans leur zone de confort aussi. Carrément. Pour avoir des résultats, il faut aussi pas trop contrarier la nature des gens. Ça correspond à la formation, le mode d'emploi des autres, en fait. Et il y a un bouquin que vous pouvez télécharger sur le site qui explique. C'est gratuit, ça s'appelle le mode d'emploi des autres. C'est de dire, bah ouais, quand on connaît le profil de nos... Déjà, pour le recrutement, je suis d'accord, parce que si tu n'as que des gens qui te ressemblent, tu vas dans le mur, hein, quel que soit le profil. Mais aussi parce que après, ça te permet de mettre les gens dans leur zone de confort, ça te permet de comprendre pourquoi il y a un conflit entre telle et telle personne, ça te permet de les influencer de manière non directive, en disant bah non, je vais pas utiliser ce mot-là, je vais utiliser celui-là, ça va lui parler davantage. Enfin, c'est ultra riche. Pour moi, le disque, c'est pas l'aspect structure du management, puisque la structure du management, c'est 1 à 1, feedback, délégation, coaching, mais c'est le truc que tu vas mettre en plus, c'est l'huile dans les rouages qui va faire que tout ça, les effets vont être démultipliés et que tu vas augmenter à la fois ta prod, c'est-à-dire que les personnes, si tu les mets dans leur zone de compétences, elles vont être plus productives, donc tes résultats, et ta rétention. Parce que quand je suis dans une boutique qui n'est pas en train en permanence de vouloir me transformer en quelqu'un d'autre, différent de la personne que je suis profondément, ben je vais rester. Parce que je vais me sentir bien, même si c'est pas conscient, je vais me sentir bien. Donc le disque, c'est un outil extraordinaire. Ouais, clairement. Et quand tu as le profil de quelqu'un, tu le mets dans sa zone de confort et tu dis, voilà où tu dois progresser. C'est ça. Il y a des... Non, nous, ça nous a beaucoup aidé et on continue à expliquer aux gens qu'on est tous différents et que... Bah, et chaque personne connaît le profil des autres ou pas? Tu l'as communiqué? Ah oui. Ouais. Alors, moi, j'ai fait ça aussi dans mes... Ouais, on a fait ça... Alors, on a fait ça avant le Covid. On a fait ça. Alors après, on intègre parfois des nouvelles personnes, donc il faut aussi reprendre un peu la formation par rapport à ça. Le Covid nous a fait perdre beaucoup d'automatisme. On a quand même fermé longtemps pour une entreprise. C'est pas une expérience. Enfin voilà, il y a beaucoup de savoirs de l'entreprise qui sont perdus parce que il y a d'autres habitudes qui viennent et ça c'est un petit peu embêtant. Donc il faut tout reprendre. Toi, t'as pas de processus écrit ou un manuel d'opération de ton business? Si, il y a beaucoup d'écrits. Ouais. Beaucoup d'écrits, on a des alors on appelle plus ça des checklists, on appelle ça des pense-bêtes. D'accord. C'est plus, on a changé le terme, mais voilà, chaque poste a un pense-bête et a ce qu'il doit faire. C'est de moins en moins utilisé parce que les gens sont autonomes à leur poste. Oui, mais quelqu'un de nouveau qui arrive. Voilà. C'est obligatoire, normalement, c'est obligatoire pour les 2 premiers mois de faire son pense-bête quand on est à un poste. Et puis aussi, ça peut t'aider pour le feedback, c'est-à-dire que tu peux faire un feedback à quelqu'un en disant tu vois là, t'étais pas dans le process. Et voilà ce qui arrive quand t'es pas dans le process. Et ça permet aussi à tes collaborateurs de te remonter des dysfonctionnements. C'est-à-dire que quand tu te dis mais c'est bizarre, j'ai tout le temps des problèmes avec ce process, faut aussi que le collaborateur il soit capable de venir te voir et te dire tu sais, je pense que le process est pas bon. En fait, ça donne un référentiel. Et en fait, l'action du terrain, l'action de correction du référentiel peut venir du terrain. La personne qui voit que ça accroche à chaque fois, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Elle va venir te dire, il y a un truc qui va pas là, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, elle se dit, ah oui, en plus je peux changer les process. Et ça donne un grand sens de la responsabilisation. Ouais, mais c'est pas évident. Non. C'est pas évident, mais c'est vrai que le terrain, combien de fois je prends des postes, je remplace des gens, clair. Et là je change tout. Je dis, mais en fait ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout. Finalement, le poste de travail est pas du tout adapté. Et puis toi, tu le vois d'autant que tu as du recul et en même temps, tu as le métier. Ouais. T'es bien placé pour ça, quoi. Mais oui, il faut absolument que le terrain change les choses. Il y a un bouquin qui est vraiment très très bien, qui s'appelle The E-Myth, mais il est traduit en français, je sais plus le titre français, mais je mettrai en commentaire, qui est très intéressant justement pour construire un petit peu son manuel des opérations et pourquoi on le construit, etc. etc. Je te donnerai les références. Avec plaisir. L'auteur c'est Michael E. Kerber et le bouquin s'appelle E-Myth, mais je me souviens plus du titre en français. E-Myth c'est E-myth comme un mythe, mais sans E au bout. Voilà. Vraiment intéressant quand tu as du mal en fait
à voir comment tu peux processer ton entreprise. Oui, alors là, par exemple en cuisine, on a des fiches techniques, mais c'est une des choses qu'on a, c'est que par exemple, Christelle va travailler le mardi, mais elle va pas travailler le mercredi. Donc elle va passer son poste, et donc son poste va être pris par quelqu'un d'autre. Ouais. Donc il y a tout un passage de relais qui est aussi très important et sur lequel on a beaucoup travaillé. On a eu pas mal de difficultés aussi à le mettre en place. Voilà, faut pas lâcher l'affaire, ça se fait. Ouais. Puis il faut que ça vive. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables de dire non mais là le process je le fais autrement en fait en réalité. Faut surtout pas. En fait ce qui est dangereux c'est quand tu commences à avoir des gens qui font complètement autrement que tes process, mais qui te le disent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu crois que ton process est ça, les gens font autrement, et parfois c'est eux qui ont raison. Mais si c'est eux qui ont raison, ça veut dire qu'il faut changer les gens ont le droit de changer le process. Il faut juste qu'il y ait une discussion, qu'on explique pourquoi, qu'on expérimente, puis après on valide ou on valide pas. Et quelqu'un qui viole un process en permanence, c'est pas une erreur, c'est elle qui a raison, probablement. Ça dépend pourquoi elle viole le process, mais tu vois, cette discussion, elle est vachement importante. Et c'est comme ça aussi qu'on fait participer les gens à la construction de notre machine qui doit accueillir des clients, fonctionner, faire passer un bon moment, etc., etc. Mais selon ton profil, et toi tu es stable I, donc c'est pas forcément ta zone où tu es super costaud, il faut te dire que c'est ça aussi qui va permettre d'augmenter encore l'expérience client, le fait que ce soit processé. Ce qui est un peu contre-intuitif pour un I. Il va dire, bah non, c'est pas fun quoi les process. Non, c'est pas fun. Mais en fait, ça permet d'être fun. C'est au service de la mission d'entreprise, du bien-être des salariés, du bien-être des clients. Pas l'inverse. Jamais les salariés au service des process. Exact. Tu auras compris que c'est quelque chose que je délègue assez facilement. J'ai compris. Et j'ai des gens qui font ça très bien ici. On a des... Voilà. Ouais, t'as des profils C. Il y a des profils qui veulent que ça soit comme ça et ça sera comme voilà, ça. Voilà, après, les profils C, il faut aussi les briefer sur le fait que le terrain peut changer les process. Parce que le profil C, il va toujours avoir tendance à dire non, c'est pas le process. Oui, mais enfin, quand 4 fois on est obligé de dire non, c'est pas le process, c'est que le process a peut-être un petit problème. Et c'est là l'intérêt d'avoir des équipes qui discutent et qui sont capables de prendre la main sur le système d'exploitation en fait. Ouais. Exact. Ok. Alors, j'ai une question recrutement. Oui. Si on a fait le tour des outils du manager. Ouais, est-ce qu'on fera un jour le tour ? Enfin, moi, tous les jours, le disque, les réunions, l'organisation des emails, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ne pas utiliser sa boîte mail comme une liste de tâches. Ouais. Ça c'est la formation SOR. Ouais, ça c'est des révélations. Ouais. Et voilà, plein de choses comme ça qui continuent encore à m'aider. Super. Ensuite, sur le recrutement, principalement c'est des recommandations. On a la chance ici d'être assez attractif, donc on a quand même des gens qui viennent nous voir pour voir si on n'a pas un poste. Quand tu dis attractif, c'est ta réputation, la Grange d'Aubry. J'ai lu, pas plus tard que ce matin, un message qui je pense est très vrai, c'est qu'en fait de plus en plus le recrutement ça s'apparente à du marketing. Oui. C'est-à-dire que finalement, alors pas le process de recrutement, parce qu'après le process de recrutement, là, on a une formation là-dessus qui s'appelle recruteur d'élite, mais à la base, pour attirer les bons candidats, c'est du marketing. En fait, l'image de ton entreprise, tout le boulot que tu es en train de faire, quand tu disais tout à l'heure que ta compagne était graphiste, que tu avais fait ton site internet, que ton machin, ta réputation, c'est un énorme actif de l'entreprise qui donne de la valeur à la boîte, parce qu'elle est attrayante pour les clients, mais pas seulement. Ça donne aussi de la valeur à la boîte parce qu'en fait, ça va simplifier ton process de recrutement. Et tout ce que tu as dit sur l'ADN de ta boîte, ouais, nous, on aimerait bien travailler, peut-être plus jamais le week-end, ou en tout cas moins le week-end. Oui, chez nous, c'est 2 jours, c'est pas 1 jour. Oui, les équipes, c'est énorme en termes d'attractivité. Et ça vient bien avant le salaire. Bon, il ne faut pas que le salaire, il empêche les gens de vivre correctement. Mais aujourd'hui, ce que les gens cherchent, évidemment, c'est cette expérience employée, en fait. C'est-à-dire que l'expérience client que tu vas proposer avec ton marketing, ton ADN, l'expérience employée, c'est la même, en fait, finalement. Elle fusionne. Exact. Et c'est très important, surtout, encore une fois, dans notre secteur de l'hôtellerie, où il n'est vraiment pas facile de trouver un chef t'as ça dans le secteur de l'hôtellerie. Il n'y a pas longtemps, on a eu ça avec les experts comptables. Actuellement, le recrutement, c'est réellement un souci pour les entreprises à cause d'une pénurie, en fait, de main-d'œuvre.
Après, moi, mon conseil, c'est de quand même être super processé sur le process de recrutement, parce que le pire qu'on puisse faire, c'est pas avoir une personne qui manque et que la charge sur l'autre, c'est recruter quelqu'un qui va mettre que finalement tu pourras pas garder. Ça, c'est vraiment le truc à éviter. Donc, il vaut mieux être un peu en pénurie qu'avoir comblé le manque, mais pas avec la bonne personne, parce que ça, c'est la catastrophe assurée. Et là, il y a vraiment un process. Là... Ouais, alors j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus. Je me suis rendu compte que j'étais pas bon, et moi c'est les équipes finalement qui recrutent. Au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui décident si la personne elle fait partie. Ça fait partie du process qu'on conseille. Voilà, parce que moi finalement, peut-être du coup de mon profil que j'essaye aussi quand même de. Aussi, mais je suis finalement assez mauvais. Mmh. Mais voilà, des recommandations et Pôle emploi qui fait quand même un super boulot. Moi j'ai beaucoup de gens ici qui viennent de Pôle emploi, quasiment la moitié. Ah ouais. Voilà, des gens qui sont formés à l'hôtellerie. Pas mal. Ils accompagnent. Nous, on a vraiment des gens très bien ici. Et les apprentis, c'est via des écoles. Voilà, c'est via des écoles. Et effectivement, pareil, il y a une attraction ici qui est forte. On commence à avoir un peu trop d'apprentis. Enfin, voilà, c'est parce que c'est... Et donc, oui, c'est les écoles qui nous envoient un petit peu, allez là. D'accord. Aujourd'hui, on a un groupe ouvrier d'apprentis. Bah ouais. Donc en fait, je pense que c'est l'attractivité en fait. Et du coup, mais après, il faut que toi, tu sois sélectif. Parce qu'en fait, on peut être sélectif à partir du moment où on a attiré les bonnes personnes. Et ton profil, c'est que tu as envie d'embaucher tout le monde, c'est clair. Or, c'est le mindset inverse qu'il faut avoir quand on fait du recrutement. En tout cas, au début, quand tu commences à sélectionner le CV, que tu fais ta sélection, jusqu'au moment où tu vas te dire est-ce que je reçois la personne en entretien. Le premier entretien, la première partie, tu es encore ultra sélectif. Ce que tu essayes, c'est de le dégager. C'est le mindset qu'il faut avoir. Toutes les raisons pour lesquelles je ne le prends pas. Une fois que tu as ta shortlist et que les personnes qui restent, c'est que des personnes qui ont passé la barre assez haute que tu as mise, là, à nouveau, tu vas devenir attractif. Donc, c'est vraiment pas naturel. C'est pour ça que je dis qu'il faut un process pour recruter. Parce que moi, c'est pareil. Dès que je rencontre quelqu'un, j'ai envie de l'embaucher, moi. Parce qu'il m'intéresse, parce qu'il sait se vendre. Sauf que moi, je dois trouver toutes les raisons pour pas l'embaucher. Parce que si je l'embauche et que je me plante, je me rends pas service. Je rends pas service à mes équipes, je prends pas service à ma boîte et je rends pas service à la personne en question. Parce que ce sera un échec à la fin et c'est le pire échec qu'on puisse avoir, quoi. Se planter en recrutement. Je pense que c'est dur. C'est très dur. Mais horriblement. Pourquoi c'est dur le recrutement ? Parce qu'en fait, d'abord, c'est dur parce que les enjeux sont très élevés. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas si souvent. Un à un, t'en fais un toutes les semaines. Donc tu deviens bon en un à un très rapidement. Un recrutement, t'en fais un tous les combien ? Tu peux pas être bon d'entrée comme ça. Il faut que tu aies un process et que et il faut se faire violence ou utiliser dans l'équipe des gens qui vont être plus durs que toi, etc., etc. Je pense que c'est vraiment assez important d'insister là-dessus, sur la partie aujourd'hui, c'est sélectivité. Quelque chose où j'ai beaucoup d'efforts à faire et aujourd'hui, c'est vrai que je délègue pas mal. Mais si tu as quelqu'un qui le fait bien par ailleurs, c'est bon, quoi. Ok, bon. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, sûrement. Voilà. En tout cas, c'était passionnant. Merci. Et est-ce que tu aurais un conseil, pour résumer un petit peu, spécifique, évidemment dans le domaine plutôt du management, qui s'appliquerait en particulier aux gens de la restauration ? Ce serait quoi ? Si tu devais dire quelqu'un, si tu devais donner un petit peu un coup de main à quelqu'un qui est patron dans la restauration, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Très sincèrement, déjà, j'ai quand même pas mal bossé pour Outil du Manager, je le dis parce que moi ça m'a rendu service et que ça rend service aussi aux équipes. Mm-hmm. Donc il faut que la restauration elle se transforme, qu'elle apprenne aussi à manager les gens. Il faut, si on a un restaurant, on doit manager. Ça, c'est indispensable. Mm-hmm. Il y avait les équipes de Pôle emploi qui font un bon boulot, mais qui demandaient en fait... comment on fait pour que les gars qui cherchent du travail, vous les preniez ? Et en fait, tout le tour de table était là-dessus, c'est comment ils doivent être, ils ont un savoir-être, il faut travailler là-dessus, il faut qu'ils aient envie de travailler. Je dis, oui, ça fait une partie du problème,
Mais les gars, nous aussi, il faut qu'on change. Ouais. Nous aussi, il faut qu'on se forme. Nous aussi, il y a juste des façons de faire les choses qui permettent d'avoir des résultats qui sont top. Il faut que vous donniez envie, en fait. Voilà. Et on a un métier qui est passionnant, et surtout dans des gens qui cherchent du sens dans leur boulot, ils en trouveront dans l'hôtellerie. Mais il faut aussi avoir des conditions de travail qui sont raisonnables. Ouais. Un autre bouquin, Employee First, je sais pas si tu connais, alors je suis pas sûr qu'il ait été traduit. Si, il a dû être traduit. En fait, et sur En fait, le principe, c'est de dire, si tu veux avoir un bon business, si tu veux te développer, certes, il y a les clients, mais il y a surtout les employés, parce que finalement, les clients, ils auront l'expérience que les employés leur donnent. Et donc, travailler sur la partie management, sur le développement de tes collaborateurs, etc., c'est plus important que de travailler sur l'attraction de tes clients, etc. Parce que si tu travailles l'attraction des clients et que finalement, les mecs, quand ils arrivent, ils se retrouvent avec des mecs épuisés, avec une tête de porte de prison ou absents, pire absents, ou absents dans leur tête, etc., ton expérience client, elle est ruinée. Et donc, c'était tout le principe de ce bouquin, c'est de dire, si vous avez des employés bien dans leur peau, qui vont bien par rapport à la moyenne du secteur, qui travaillent peut-être un peu moins, mais qui travaillent mieux, qui se forment, qui sont en permanence, vous aurez les clients, quoi. Et c'est un petit peu ce que tu viens de dire. Ouais. Je te remercie infiniment, en tout cas. Merci à toi, Cédric. Je pense que tu rends service à la fois au outil du manager, bien égoïstement, puis en plus, quelle heure il est ? Il est 12h15, donc je vais pouvoir juger de la qualité de ce qu'on va manger, et puis des équipes. Et puis tu rends service, je pense, aussi en faisant un podcast comme ça aux gens de la restauration, donc je te remercie pour ça. Et voilà, et s'il y a des restaurateurs, je suis super ouvert pour qu'on discute de ça et qu'on fasse avancer notre super métier. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, pour chacun des podcasts, en fait, on a un lien vers le forum. Donc, si vous voulez échanger, vous êtes restaurateur ou dans le milieu de la restauration, que vous avez envie, avec Alexis, de monter une petite communauté pour vous entraider, etc., à distance, un petit forum, un truc comme ça, moi, je mets à disposition le forum pour que vous fassiez connaissance. Les échanges peuvent continuer là, mais si toi, tu as envie de développer quelque chose, ou l'un d'entre vous a envie de développer quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est en échangeant et en créant ce lien entre vous que vous allez rendre votre métier encore plus beau, quoi. C'est ce que je pense. Ça serait super. Allez, à bientôt. Salut. Et là, évidemment, ça ne s'arrête pas là. On est ensuite allé en salle pour manger tous les deux. Et là, clairement, je me suis encore régalé, une deuxième fois donc, mais cette fois les papilles. Clairement, je valide la Grange d'Aubry. Si tu veux passer un moment convivial, sympathique et surtout te régaler, c'est là qu'il faut aller. Et puis, je t'ai promis aussi en bonus 2 pépites qui m'ont été données par Alexis en off, et j'ai regretté que ce soit en off. Donc, on a complété l'interview et c'est maintenant ces 2 pépites que je te livre. Alors, il y a un truc que tu m'as dit en off qui m'intéresse vachement, parce qu'en fait, on a discuté un petit peu en off, puis tu m'as montré qu'il y avait des photos sur ton réseau interne. Et tu m'as dit, Cindy, donc la personne que tu as mis en salle, elle fait aussi de la photo. Exact. Tu l'as formée à la photo. Elle est formée Alors, à la photo. Explique-moi quel est l'intérêt de former quelqu'un qui sert en salle à la photo, à part lui faire plaisir. En fait, ça part de tout le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, une journée de travail, c'est 7 heures. Ok. On a à peu près calculé que pour faire un beau service, nettoyage, dressage, c'est 5 heures. Ok. Donc il reste 2 heures par jour à utiliser pour tout le monde. D'accord. Et ça, c'est dans le contrat. C'est-à-dire qu'on dit, écoute, on va faire que 5 services par semaine, tu vas faire 5 services par semaine. Ouais. La norme dans l'hôtellerie, c'est 8, 9 services. Ouais. Mais à côté de ça, je demande à ce que tu développes d'autres compétences. Génial. On va le faire ensemble. Bien sûr, il faut que ça serve l'entreprise. Donc Cindy, par exemple, elle est communauté manager. Elle répond à nos avis sur le Facebook, sur Google. Les reviews, c'est très important pour nous. Carrément. Et donc, elle fait aussi des photos qui alimentent... les photos sont extrêmement importantes parce que ça alimente nos fiches techniques. Ouais, super qualitatif. Ce que tu m'as montré, c'est de la on est belle... bien aidé par les nouveaux GSM avec les nouveaux smartphones. Ouais, mais quand même, c'est beau. Et franchement, c'est de haut niveau.
Donc on fait les photos qui aident la cuisine à sortir les plats de la même façon. Ça aide notre vente en ligne, notre site web pour donner envie. Et puis notre Facebook aussi, notre Facebook d'entreprise pour dire voilà les plats du mois, voilà ce qu'on a fait ce mois-ci et où on en est. Et aujourd'hui ça c'est le job de Cindy. Après, mais en fait, Cindy, rétention maximale. Je veux dire... Qu'est-ce que tu fais à la Grange d'Aubry ? Je suis en salle, mais c'est aussi moi qui fais les photos, etc. Je veux dire, c'est hyper valorisant. Enfin, je suppose. Oui, et ça a une plus-value énorme aussi. Énorme. Pour l'entreprise. Pour elle, bien sûr. Oui, de toute façon, il faut toujours concilier les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as enrichi son poste et l'intérêt de son poste de manière énorme. Ça me fait penser, on a fait une interview d'une entreprise où en fait, je ne sais pas si tu l'as entendu, il est en Espagne et en fait il fait son concept c'est des piscines pour type bébé nageur, etc. Donc il a toute une équipe de coachs qui sont dans la piscine avec les bébés, avec les mamans, etc. etc. Mais comme c'est assez éprouvant et qu'on ne peut pas rester dans la flotte 8 heures par jour, etc., chaque personne a un autre rôle de l'entreprise, dont, par exemple, le rôle de community manager, etc. Et il les incite beaucoup à faire ça. Et ça, c'est excellent parce que, d'abord, c'est quand même les personnes du terrain qui produisent ta communication, c'est quand même celles qui connaissent le mieux tes produits, etc., etc. Ça les valorise personnellement dans leur job, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un job assez riche, ça les rend importants dans l'entreprise, ça crée de la valeur ajoutée dans la boîte. Je veux dire, au niveau management, c'est absolument remarquable, quoi. Oui. Alors pour le toi, coup, ça te paraît évident parce que quand tu m'as montré ce truc-là, parce que je sais plus, oui, on en est venu à parler du réseau, puis tu me dis, tiens, regarde, le réseau c'est ça, puis tu me montres des photos super, j'ai dit, donc, et moi j'ai cru que c'était un pro, et puis tu m'as dit, non, c'est Cindy, la fille qui est en salle, etc. En fait, tu t'en rends même plus compte parce que toi t'es dans le truc, mais je t'assure que c'est quelque chose qui est précieux au niveau management, hein. C'est assez remarquable. Donc bravo pour ça, super. Génial. Merci pour le partage. Plaisir. Et puis, un autre truc que tu m'as dit, c'est que chez toi, il n'y a pas de ce que tu appelles non productif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dans le bateau, on doit tous être là entre 11h30 et 14h30. Ouais. C'est les ça, golden c'est ce que tu hours, appelles productif. Les money time, tout ce qu'on veut. Ouais. Y a pas de terme c'est français. Ce que tu appelles productif. Oui, voilà. Tu fais. Oui, tu fais le métier, en fait. Tu fais le job. Ouais. Et donc, voilà, il faut être là entre 11h30 et 14h30, accueillir les clients. Ouais. Et derrière... Avant tout ça, il faut soit faire du community manager, il faut aussi s'occuper, pourquoi pas, des fiches de paye pour celui qui a la charge de faire les variables de paye. Il y a aussi d'autres charges qui sont le planning. C'est-à-dire que la personne qui fait les fiches de paye, elle est aussi... En salle. Voilà. Génial. Et la personne qui fait les plannings, donc elle a son créneau horaire. Ouais. Donc ils ont tous plus ou moins des plannings déjà formés, préformés. Ouais. Où le lundi, moi je suis en administratif jusqu'à 11h30. Donc tu as des bureaux ici. Le bureau, il y a deux bureaux côte à côte. Ok, d'accord. Et on a des ordinateurs portables qui s'ils veulent donc quand ils font leur taf, pas métier, j'allais dire pas métier, enfin pas client, pas front, ils sont potentiellement dans un bureau pour faire ça. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et ils peuvent travailler mais c'est pas très classique ça dans la restauration aussi. Alors non, c'est vrai. Alors comme on disait que la restauration doit se transformer, les salariés doivent se transformer. On ne fait pas 5 services en 35 heures. Il y a trop d'heures. Donc il faut aussi mettre en avant son restaurant. On sait bien que la communication c'est ultra important, donc il faut mettre en avant son restaurant, il faut faire des posts Facebook, il faut voir qu'on existe, faire des jeux concours, faire des... Oui, mais ce que je trouve formidable, c'est que ce soit les gens... C'est-à-dire qu'à la fois, t'es pas d'administratif finalement. T'as des gens du terrain qui font ce qu'on va appeler de l'administratif, c'est-à-dire du travail en bureau, etc., qui contribuent au succès de la société. Oui. Ok, oui. c'est clair. C'est ce qui permet aussi de se développer, parce que moi ça me permet de gagner de me libérer du temps et après de me projeter sur la grange au bureau. Donc c'est notre nouveau... Et puis je vais te dire, la personne qui participe par exemple au community management, etc., quand elle est en salle, elle a les clients qu'elle a attirés par son community management. Donc en fait, quelque part, elle a le fruit de son travail en direct réel devant elle, quoi. Ouais, tout à fait. Et qu'elle peut encore magnifier. Et je suis sûr que les deux se nourrissent. Quelque chose qui va se passer en salle, peut-être ça va lui donner envie, peut-être un jour, de dire tiens, je vais raconter un truc qui s'est passé en salle à la Grange d'Aubry, ça va attirer. Tu vois, je trouve ça génial. Franchement, top.
Mais ça, voilà, ça nous aide beaucoup et pour moi c'est indispensable. Ça fait partie du package. Du package, ouais, du concept. Génial. Hyper intéressant. Bon, voilà, maintenant c'est tout pour aujourd'hui, mais tu vois, je me suis encore régalé et ça aurait pu durer encore des heures. Si tu veux continuer la conversation, que tu sois dans la restauration ou pas d'ailleurs, je conseille de visiter le forum en suivant le lien que je mets en descriptif. Peut-être qu'un groupe d'échange super intéressant pourrait naître de l'initiative d'Alexis. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Outils du Manager.